Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors c'est vrai qu'on parle à peine d'économie circulaire que je vous propose de parler d'économie perma-circulaire. Mais je vais, rassurez-vous, m'en expliquer et peu importe en fait au bout du compte. Mais si vous voulez, si avec mon collègue et ami Christian Spraga on propose ça, c'est parce qu'on a trop vécu, disons les 20-30 dernières années, sur les concepts fondamentaux, par exemple le développement durable, on a vécu une plasticité sémantique qui parfois confinait à l'absurde. Petit exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore pu rencontrer des responsables à haut niveau, à différentes échelles, du développement durable, qui n'avaient aucune culture en environnement, bon ça pourquoi pas, mais aucun intérêt. C'est un petit peu plus difficile, surtout quand on parle de développement durable, mais je vous assure, c'est pas si rare que ça. Alors là, justement, ce que je propose dans un premier temps, c'est déjà un cadrage sémantique. Ça répond à quoi, l'économie circulaire? Ça a quel sens? Et on va essayer de lui donner un sens relativement précis et un sens exigeant. Mais vous verrez, cette exigence, c'est pas une exigence exclusive. C'est une exigence inclusive. C'est-à-dire que toutes les démarches dont on pourrait penser qu'elles sont sans grande efficacité, si vous les intégrez dans un cadre nouveau, alors là, au contraire, elles peuvent devenir efficaces. Ce qui fait que, même si on est exigeant, on ne rejette pas ce qui peut se faire par ailleurs, surtout pas. Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est que, et ça vient d'ailleurs d'être rappelé tout de suite par Frédéric Collat, c'est que l'économie, appelée-la circulaire ou permacirculaire, peu importe, mais en tout cas, elle se définit en fonction d'un objectif. Et cet objectif, il se situe à l'échelle globale. Et c'est ça qui caractérise notre relation aux questions environnementales aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas de sens en dehors de cette échelle globale. Les grands indicateurs de dégradation sont désormais, aujourd'hui, des indicateurs qui se situent à l'échelle du système Terre. Et c'est en fonction de ces indicateurs qu'il faut construire ce qu'on appelle une économie circulaire ou permacirculaire, encore une fois, peu importe. Ça, c'est assez important. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, eh bien, je vais brosser un peu un état des lieux, rapide, je ne vais retenir que quelques éléments, et en fait, cet état des lieux, c'est lui qui fonde l'opportunité, l'intérêt, pour ne pas dire la nécessité, de changer de braquet, de modifier les règles de nos systèmes économiques et de passer effectivement à une économie, on dira circulaire, mais au sens où je vais essayer de le définir maintenant. Je vais peu insister sur la question de l'empreinte écologique, puisque Frédéric Collat l'a fait, elle vous a rappelé qu'effectivement, dès l'année 70, on a un léger dépassement. Et puis aujourd'hui, ce dépassement, il est quand même énorme. Alors, simplement vous rappeler qu'on calcule ça en fonction d'hectares globaux. Et en fait, eh bien, cette année, à partir du 2 août, on a dépensé plus que ce que ces hectares globaux théoriques peuvent fournir. Alors, on va me dire, mais alors pourquoi? Et on continue à vivre, etc. Oui, simplement, les choses se dégradent. Consommer plus, ça veut dire dégrader les écosystèmes et faire que finalement, au bout du compte, et c'est ce qu'on va voir, eh bien, ils finiront par nous donner beaucoup moins. Alors, je vais vous rappeler quelques petits schémas et on va remonter un petit peu dans le passé. Mais je vais commencer par ça et ensuite, je vais aboutir à ce qu'on appelle les limites planétaires, qui est un autre indicateur qui n'est en aucun cas exclusif de l'empreinte écologique. Vous verrez pourquoi, mais il faut articuler en fait l'un à l'autre. Et puis après, j'en viendrai à la question des ressources. Mais je commence par ce schéma-là, parce qu'en fait, il a souvent été caricaturé. Ce schéma, c'est les fameuses courbes du rapport Meadows, le rapport au Club de Rome, qui avait été commandé par le Club de Rome, publié en 1972. Et ce que vous avez devant vous en pointillé, c'est les courbes d'un des 12 scénarios qui avaient été conçus par les Meadows à l'époque, en s'appuyant sur le World Model de Forrester. Et c'était le scénario Standard Run, c'est-à-dire Business as usual. C'est-à-dire le scénario auquel pensait-il avec un peu de lucidité qui avait le plus de chances d'être suivi. Et évidemment, ça n'a pas manqué. C'est le scénario que nous avons suivi.
Et vous allez voir à quel point nous l'avons suivi, parce que vous avez en pointillé les courbes originelles, hein, celles du scénario des Meadows. Ces courbes originelles, elles renvoyaient à 5 paramètres, vous les avez, la population, la production de services par capita, par habitant, la production industrielle par habitant, l'alimentation par habitant, et la pollution, et puis évidemment la population. Je vous rappelle que entre 1950 et 2000, la population mondiale est passée de 3 à 6 milliards d'habitants, que nous sommes à 7 milliards 400 millions d'habitants, et que très probablement nous avoisinerons les 10 milliards au mi-temps du siècle. Après, très difficile de le dire, on a des scénarios très différents. Sur le long cours, on est assez persuadé, ce que je vais vous dire va faire qu'effectivement, c'est sans doute ce qui est le plus probable, sur le long cours, on devrait plutôt avoir une décrue démographique, ce qui n'est pas sans intérêt pour une économie circulaire d'ailleurs. Mais bon, là, c'est dommage, mon slide s'arrête aux années 2000, mais comme vous pouvez le constater, les courbes en gras, qui sont la réalité, okay, les pointillés, non, ce n'est pas une prédiction, c'est une sorte de figuration d'un devenir possible. Eh bien, les courbes en gras, comme vous pouvez le voir, suivent de très près les courbes en pointillés. Là, on s'arrête en 2000. Je vous assure que si vous allez jusqu'en 2015, ça n'a pas changé d'un iota. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, on est toujours sur le business as usual. Et alors effectivement, je dois le dire, comme vous pouvez le constater vous-même, dans le schéma des Meadows, dont je vous rappelle que ce n'est pas une prédiction, pour vous rassurer un petit peu, toutes les courbes s'inversent entre 2020 et 2040. Souvenez-vous de ce propos, hein, dans la décennie qui vient, on verra bien effectivement si les choses se passent ainsi ou pas. Mais effectivement, si elles se passent ainsi, c'est quand même un phénomène important. Alors pourquoi on en est arrivé là? C'est assez simple à comprendre, je vous le fais en résumé. Eh bien, en fait, et ça c'est ce qu'on appelle le démarrage de l'Anthropocène. Je vous rappelle l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène? C'est Paul Crutzen, prix Nobel, découvrir de la déplétion de la couche d'ozone, qui a proposé cette expression une première fois en 1918, puis une deuxième fois en 2002 avec beaucoup plus de succès. La communauté internationale des géologues l'a pas encore avalisé, c'est pas facile pour eux. Vous savez que les géologues, eh bien, décident à main levée du passage d'une séquence géologique à une autre, et en général, quand on est à la jonction d'une séquence à une autre, on plante un gros clou d'or. Okay? Pour l'Anthropocène, c'est pas simple. Même si quand vous regardez les couches de sédiments depuis 50 ans, elles sont très, très, très différentes de ce que vous avez avant. Et l'Anthropocène, c'est à la fois cette séquence, je dis séquence parce qu'on ne sait pas si c'est une période, une ère, et on commence, dans laquelle nous entrons, qui est doublement caractérisée. Première caractéristique, c'est effectivement l'influence des activités humaines massives sur le système Terre. N'oubliez pas, on est passé de 3 milliards à 6 milliards en 50 ans, mais nos volumes d'activité économique, eux, ont été dans la même période décuplés, augmentés par 10. Donc, si vous pensez qu'avec une telle explosion de nos activités, comme vous le voyez ici, je vais y revenir, et effectivement le décrochement systématiquement, et j'aurais pu donner d'autres référentiels, mais systématiquement a lieu dans les années 50, ça s'envole dans les années 50. Alors, pour vous ramener au schéma d'avant, je vous rappellerai, comme disait le vieux Goethe, que les arbres ne montent pas au ciel. Mais aujourd'hui, nos sociétés sont persuadées que les arbres montent au ciel. Et d'ailleurs, nos sociétés sont tellement persuadées que les arbres montent au ciel, c'est qu'elles sont totalement convaincues qu'on va aller sur Mars. Et c'est sérieux. Quand Elon Musk, l'an dernier en septembre, annonce qu'il va envoyer 100 personnes sur Mars, bien, normalement, on aurait dû voir dans la salle de conférence 2 personnages en blouse blanche venir chercher Elon Musk. Et c'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, ce qui s'est passé, c'est que son action a augmenté. Et pourtant, il l'a dit, c'était très clair, ces 100 personnes ont un aller simple. Et je vous rassure, Elon n'est pas dans les 100.
lui au moins n'est pas complètement fou. Sur Mars, je vous le rappelle, il n'y a pas d'atmosphère analogue à celle qu'on connaît sur Terre. On ne peut pas respirer. Nos cellules sont attaquées par le rayonnement cosmique. En plus, ne vous asseyez pas, le sol est chloré. Rien à respirer, rien à manger, rien à boire et rien à voir. Allez-y. Mais moi, je reste sur Terre. Et maintenant, on devrait choisir. Et l'économie circulaire, c'est choisir. C'est-à-dire, non, on ne va pas aller sur Mars, c'est débile. En plus, si vous imaginez l'énergie qu'il faudrait pour y emmener 10 milliards d'hommes et les matériaux, ça n'a aucun sens. Donc voilà, nos activités ont explosé. Vous avez là à la fois des courbes qui retracent nos activités et d'autres qui vont retracer, par exemple, alors la population, le PIB mondial, mais les résultats en termes d'explosion des émissions de CO2, en termes d'atteinte sur les écosystèmes. Et ce qui est compliqué avec tout ça, eh bien, c'est que, en fait, eh bien, nous sommes amenés à franchir des limites, on va y revenir ici, mais le problème, c'est que lorsque nous franchissons des limites, et c'est un Suisse qui vous le dit, il n'y a pas de douanier. On n'en est pas averti. Et quand on commence à se rendre compte qu'on a effectivement franchi des limites, et ça je vais y revenir dans le détail, et quand on commence à le ressentir, et j'insiste énormément sur l'expression « ressentir », quand on commence à le ressentir, eh bien c'est qu'on a atteint un degré de dégradation déjà prononcé et irréversible, par rapport auquel on ne peut pas revenir en arrière. En d'autres termes, quand on passe à la caisse, il est trop tard. Enfin, dans une certaine mesure. On va voir que, heureusement, il n'est jamais totalement trop tard. Il reste toujours quand même des marges d'action. Mais ça, c'est très très important. Et je reviens à ce par quoi j'ai commencé. Vous voyez, le problème, c'est que ces grands indicateurs sont abstraits. On va voir que ça commence un petit peu à changer, par exemple, sur la question du climat. Comme ils sont abstraits, ils ne nous font pas bouger. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait dit à un chasseur-cueilleur, fais attention, là où tu es, dans 30 ans, un mammouth va passer. Vous imaginez à quel point le chasseur-cueilleur serait resté impavide. Maintenant, si vous lui dites, retourne-toi, et s'il commence à entendre un son sourd, et voir une grosse bête foncer sur lui, vous pouvez être sûr qu'il va détaler. Eh bien, nous autres humains, aujourd'hui, nous sommes toujours, enfin, nous réagissons toujours comme des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire, tant que nous avons affaire à des indicateurs abstraits, les jolies courbes que je vous montre, ça ne nous fait pas bouger. Ça fait 30 ans qu'on produit des connaissances pointues sur les dégradations du système Terre, elles ne nous ont que très très peu conduit à l'action. Alors on va reprendre ces 9 limites que vous avez ici, planétaires. Alors déjà très simplement, la zone en vert, c'est ce qu'on appelle l'espace de sécurité pour l'humanité. En fait, l'espace de sécurité pour l'humanité, on le cale, justement, c'est pour ça que je vous ai parlé d'Anthropocène, on le cale sur l'Holocène. L'Holocène, c'est la séquence géologique dans laquelle on serait peut-être encore. Ceux qui sont les partisans de l'Anthropocène disent non, nous en sommes sortis. Et si nous en sommes sortis, nous en serions sortis, comme vous l'avez vu avec les courbes, en fait, vers la fin des années 40, début des années 50. Et donc on a mis fin à l'Holocène. Alors l'Holocène, sachez-le, c'est une séquence qui a duré 11 700 ans, c'est-à-dire qui nous sépare de là, sans effet rebond, en un sens non écologique, mais sans retour, si vous voulez, d'un refroidissement, c'est ce qui nous sépare vraiment de la fin définitive du précédent âge glaciaire. Et cette époque des 11 700 ans, ça n'est pas pour rien qu'elle était l'époque où on a inventé l'agriculture. Elle était l'époque durant laquelle les différentes civilisations ont connu un essor majeur, parce que précisément c'était une période bénie des dieux pour les sociétés humaines. L'histoire de la Terre est relativement mouvementée, et pendant les 11 700 années qui nous précèdent, nous avons, enfin en tout cas nos aïeux, nos ascendants, eh bien, ont joui d'une paix relative, de conditions naturelles optimales, d'une habitabilité de la Terre
qui était optimale et qui leur a permis de développer les civilisations. Ceux qui nous ont précédés qui ont précédé cette période n'étaient pas idiots. Ils n'étaient pas plus bêtes que ceux qui ont suivi. Simplement, ceux qui ont suivi ont bénéficié de conditions naturelles qui leur ont permis l'essor que nous connaissons tous. Et donc, je reviens au second sens de l'Anthropocène. Je vous ai dit, premier sens, premier volet, impact massif des activités humaines sur le système Terre. Mais deuxième volet, impact massif du système sur les sociétés humaines. Je vous rappelle, justement, ça c'est un acquis des sciences des dernières décennies. Et vous allez voir à quel point c'est différent de la manière dont on s'imaginait les choses durant l'âge classique. On s'imaginait que l'humanité était étrangère à la nature, vieil héritage biblique. La nature, effectivement, avec la science galiléenne, newtonienne, nous l'avons réduit à une mécanique extrêmement simple, relevant de lois très simples, à commencer par la gravitation, étrangère à la flèche du temps. Si la Terre tournait en sens inverse, ça ne changerait rien à l'équation. Et du coup, on s'est imaginé que nous autres, mais c'est un vieil héritage biblique aussi, nous étions extérieurs à cette nature, parce qu'effectivement, nous participions du sens, nous participions de la flèche du temps, et tout ça était totalement étranger à la nature, réduite à une mécanique, et non systémique, avec des lois simples, et des lois qui nous permettent d'avoir une compréhension ascendante du monde, en partant du plus simple, en allant vers le plus complexe, qu'on pouvait recomposer en partant du plus simple. À partir du moment où on a acquis l'idée de système, eh bien le propre d'un système, c'est d'infléchir sur les éléments qui le composent, d'agir sur les éléments qui le composent, parfois d'intensifier l'expression de ces éléments, parfois au contraire de la contrarier, ce qui fait que dans un système, vous n'avez pas qu'une causalité ascendante, vous avez aussi une causalité descendante, qu'il y a des franchissements de seuil, des ruptures, et qu'il n'est pas toujours possible de connaître à l'avance où se situent ces seuils et la totalité des effets d'une rupture donnée. En fait, dire aujourd'hui que nous allons piloter le système Terre, comme je l'entends parfois encore, c'est absurde. C'est un peu comme si un capitaine disposant de cartes marines fragmentaires, ne sachant pas où sont les récifs, n'ayant qu'une idée vague des continents, et en plus, lorsqu'il donne un coup de barre à bâbord, voyant parfois le bateau aller à tribord, se disait maître en forme de navigation. C'est à peu près la situation qui nous échoit. Alors revenons maintenant à ces différentes limites. Les deux premières, l'une le changement climatique, l'autre tout ce qui va toucher le vivant. La biosphère au sens du biote mondial, si vous voulez, avec deux aspects. Je vais commencer par le vivant parce que vous avez deux choses différentes. Alors là, enfin, je fais une petite présentation générale avant. Vous avez donc ce qui touche le vivant, ce qui touche le climat, c'est les deux domaines qui, lorsqu'on les franchit, soit simplement l'un, soit les deux, les effets sont globaux. Les effets touchent la totalité du système. Ensuite, après, vous avez l'usage des sols. Là, vous voyez, on est dans la zone jaune. Alors, quand on est dans le vert, c'est ce qui correspond à l'Holocène. Quand on est dans le jaune, on rentre dans la zone de danger, avec une certaine marge d'incertitude. Et quand on est dans la zone rouge, on est dans une zone de sur-danger. OK ? Vous avez ensuite, après, l'usage de l'eau douce. Là, on est encore largement dans la zone de danger, mais d'après nos prédictions, vers le mi-temps du siècle, on sera probablement déjà dans le jaune. C'est-à-dire on aura excédé, si vous voulez, on utilisera la quasi-totalité des 4500 km3 d'eau douce utilisable par les hommes et les écosystèmes. Là, vous avez donc ce qui touche les deux flux. Là, on est dans le rouge, le phosphore et l'azote. C'est les conséquences de nos activités agricoles. On est franchement dans le rouge, mais c'est moins grave, si vous voulez, que le rouge pour la biodiversité ou que le jaune pour le climat, parce que par exemple le climat ou la biodiversité, on est sur des cycles très longs. Azote, phosphore, on est sur des cycles plus courts. Après, vous avez l'acidification des océans. Là, vous voyez, on est très proche. Quand on sera à 450 ppm, je vous rappelle qu'on est déjà à 410,
Alors, ppm, partie par million, c'est 410 molécules de dioxyde de carbone dans un volume d'1 million de molécules d'air. D'accord? Eh bien, là, quand on sera à 450, rapidement, à raison de presque 3 maintenant par an, presque 15 ans simplement, on sera déjà effectivement dans le jaune pour l'acidification des océans. L'ozone stratosphérique, c'est un des rares domaines où alors on a réussi à réagir et on a une reformation de l'ozone. Bonne nouvelle, il y en a si peu qu'il faut vraiment, si que vous la goûtiez. Et puis l'introduction, on parle plus de pollution, on parle, mais ça couvre aussi ce qu'on appelle la pollution, qui vous voyez sur l'ensemble n'est qu'un petit item. Eh bien, c'est les molécules, les macromolécules qu'on introduit, ou les métaux lourds qu'on introduit dans le système biosphère et que les êtres vivants ne savent pas métaboliser. Donc ça s'accumule quelque part, et évidemment, ça n'est pas pour leur bonheur. Alors, je reviens maintenant à la question du vivant. Il faut que vous fassiez bien la distinction entre l'impact sur les populations et l'érosion de la biodiversité. Alors, l'impact sur les populations, il est vraiment sévère. Entre 1970, j'allais dire 70, mais 1970 et 2010, on a fait disparaître, écoutez-moi bien, plus de la moitié des vertébrés sauvages. Et il faut que vous sachiez que si vous prenez la biomasse totale, les vertébrés sauvages, c'est moins de 5% de la biomasse totale qui est essentiellement aujourd'hui composée d'animaux domestiques. C'est un massacre. Vous avez une récente étude qui a été publiée en juin, dont le premier auteur est Ceballos, qui nous dit sur 30 000 espèces, qui nous dit qu'aujourd'hui, donc dans les vertébrés sauvages, on voit même, si vous voulez, des espèces communes, extrêmement fragilisées. Une espèce commune, c'est une espèce dont les capacités d'adaptation sont relativement larges, à la différence d'une espèce spécifique qui ne peut vivre que pour autant qu'elle peut perdurer dans une niche bien particulière. En général, avec le changement climatique, les niches soit disparaissent, soit remontent vers le nord. Et là, 30% des espèces en danger sont des espèces communes. Et donc, là, et c'est pas difficile à comprendre, si vous voulez, la destruction des populations débouche évidemment derrière sur une disparition des espèces. On calcule, on évalue le rythme de disparition des espèces dans le passé de la Terre, on parle de X espèces sur 10 000 par siècle. Et en fait, le rythme traditionnel, alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que les vertébrés, d'ailleurs j'ai obligé de vous dire que les invertébrés, par exemple les insectes, se portent aussi mal que les vertébrés. Et ça, c'est un des rares domaines où vous avez un indicateur sensible. J'en vois qui, comme moi, ont le passé sur leur chef. Eh bien, souvenez-vous, quand nous étions jeunes, quand on faisait 200 à 300 km en plein été de nuit, les pare-brises étaient maculés d'insectes. Vous savez très bien aujourd'hui que si vous faites un tel parcours dans les mêmes conditions, vous n'allez trouver que quelques impacts d'insectes, entre nous qui l'ont bien voulu, totalement suicidaires, qui se sont précipités sur votre pare-brise. Donc là, vous avez un indicateur de l'effondrement de la faune sauvage des insectes, et demandez aux apiculteurs, ils en savent quelque chose. Alors, là, c'était 2 espèces sur 10 000. Aujourd'hui, on est au moins, je dis bien au moins, c'est compliqué, mais au moins, en toute sécurité, on peut dire 200 espèces sur 10 000. Et par siècle. Quand vous regardez par exemple la 5e grande extinction, celle qui a emporté les dinosaures, mais sans laquelle nous n'existerions pas, eh bien ça s'est joué sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Là, c'est extrêmement rapide. C'est une extinction éclair des espèces. Et alors faites attention, on ne parle jamais du socle bactérien, c'est toujours les êtres pluricellulaires, les bactéries c'est autre chose. Mais pour ce qui est des êtres plus complexes, il y a, effectivement, on est dans une dynamique d'effondrement extrêmement rapide. Et dites-vous bien ceci, c'est que lorsque, dans le passé de la Terre, lorsque on modifie, par exemple avec la sortie ou l'entrée d'une ère glaciaire, on ne va modifier que la moitié, grosso modo, des écosystèmes sur Terre. Attention, l'autre moitié bouge. En d'autres termes, le biote mondial est solidaire. Ce qui se passe à un endroit se passe à l'autre. Et là, vous avez
Ça, c'était sorti en 2012. Ceux qui ont vu le film Demain, on commence par ça. C'est un papier de Barnowski. Vous voyez Barnowski dans le parc de son université vous parler. Eh bien, effectivement, ce choc, on l'a provoqué, déjà. On peut redouter, dans les décennies qui viennent, quelque chose comme un basculement. Voilà. C'est une des bonnes nouvelles que je vais vous donner dans la matinée. Alors, voilà pour le vivant. Maintenant, je passe au climat. Alors, je dirais que ce qui se passe avec le climat, j'ai presque envie de dire que c'est un bonheur. Non, évidemment que ça aille bien. Mais précisément parce que ça commence à aller mal. Non, il est fou. Il nous dit ça va mal, il est content. Ben oui, parce que tant que ça n'allait absolument pas mal et qu'on disposait qu'un indicateur abstrait, on était comme face au mammouth qui arrive dans 30 ans. On ne bougeait pas. Maintenant, il n'y a pas un endroit sur Terre, quel que soit l'endroit où vous habitez, où vous ne puissiez constater des visous, l'accélération du changement climatique. Fonte des glaciers, alors là en Suisse vous avez de quoi faire, mais dans les Alpes françaises évidemment c'est pareil. Montée du niveau des mers. La dégradation des côtes devient extrêmement sensible maintenant. Phénomènes extrêmes. Inondations. Tempêtes. Plus encore, cyclones, typhons. Vous savez qu'on est sur le point de se demander si on ne doit pas établir une catégorie 6 pour les cyclones et les typhons. Puisque depuis Haiyan aux Philippines en 2013, en allant jusqu'à Irma, en passant par Pam au Vanuatu en 2015, on a maintenant systématiquement des rafales de vent qui dépassent les 360 km/h. Ça peut atteindre 380. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé dans le passé, mais maintenant c'est une série. Mousson, vague de chaleur. Souvenez-vous, en Arctique, en novembre dernier et en février dernier, vous avez eu un surcroît de température par rapport à la température moyenne en Arctique de 20 degrés. Là aussi, on va voir à quel point le type d'information qu'on donnait aux gens était trompeur. On leur disait « mais c'est horrible, on va dépasser les 400 ppm ». Si vous voulez impressionner monsieur, madame, tout le monde avec ça, non. On disait aux gens, mais c'est horrible, la température va monter de plus de 2 degrés en moyenne à la fin du siècle. Le référentiel de chacun, c'est le matin. La température augmente de plus de 2 degrés. D'ailleurs, Dieu merci pour nous. Ça ne vous affole pas, et moi non plus. Donc en fait, les indicateurs qu'on donnait aux gens étaient des indicateurs extrêmement abstraits, qui n'étaient pas significatifs pour eux. Or, ça change complètement aujourd'hui. Ça change totalement. Regardez, vous savez qu'on a une forme d'accélération 2014-2015 avec un rebond terrible en 2016 et 2017, on verra à la fin de l'année, mais elle est au moins aussi chaude que 2016, alors que El Niño s'est terminé en mars 2016 et que tout le monde nous avait dit, ben non, 2007 sera moins chaud, puisqu'on sort d'El Niño. On se demande même si un nouvel El Niño ne va pas enchaîner le précédent, ce qui n'est jamais arrivé. Et du coup, ça donne des idées aux scientifiques du climat et ils vont regarder d'un peu plus près pour faire comprendre aux gens, c'est leur mission notamment, faire comprendre aux gens ce qui peut se passer. Et effectivement, cet été, on nous a sorti des papiers dont il n'est pas difficile cette fois-ci de comprendre le sens et la portée. Il y en a, vous en avez entendu parler, il était pas mal médiatisé en France, on a d'excellents journalistes, notamment au Monde, qui chaque fois qu'il y a un papier d'excellence dans la littérature scientifique, le vulgarise pour nous, notamment Stéphane Foucard. Mais, étude publiée début juillet, si on a une élévation moyenne de la température à la fin de ce siècle, en restant dans le business as usual, c'est-à-dire on fait un peu, mais pas beaucoup, on aurait, statistiquement, une probabilité très forte d'avoir une élévation de la température moyenne par rapport aux températures de la fin du 19e siècle de 3 degrés 7 dixièmes. Très sincèrement, je ne pense pas qu'on atteindra ça à la fin de ce siècle. On ne sera pas aux 2 degrés, ça a été calculé cet été, on a 5% de chances d'atteindre les 2 degrés. J'espère qu'on en sera le moins loin possible. Mais en revanche, même si on est à 2 degrés 5, grosso modo, vous rajoutez au moins 1 degré 5 contre l'inertie du système. Hein, n'oubliez pas mon douanier, ça vient toujours après. Un degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère met 30 à 40 ans pour avoir une première expression et exige encore un siècle pour aller jusqu'au bout de son potentiel.
eh bien, effectivement, nous aurions 4 degrés au siècle prochain. Donc nos 3,7, on les connaîtra. J'espère pas à la fin de ce siècle. Eh bien, à 3,7, vous avez, écoutez-moi bien, en France, et pas au maximum dans le sud, mais dans l'est. Je vous pose la question, où est Dijon? Ok? Donc dans l'est de la France, vous pouvez avoir des pointes de température jusqu'à 55 degrés, avec un scénario en moyenne de 3,7. Si vous avez de temps en temps des pointes à 55 degrés, c'est la température, je vous rappelle, d'un désert, eh bien ça veut dire que vous avez plus de jours à 25, plus de jours à 30, plus de jours à 35, plus de jours à 40, ça y est maintenant, on les compte, plus de jours à 45, plus de jours à 50. C'est l'ensemble du climat qui est complètement chamboulé. Et vous imaginez bien que pour les cultures, vous savez que les plantes, notamment les céréales, quand il y a une chaleur trop importante, elles ferment leurs stomates. Quand elles ferment leurs stomates, elles captent moins d'énergie, et le peu d'énergie qu'elles continuent à capter, évidemment les plantes ne sont pas folles, ça ne va pas dans les graines ou les fruits, ça va dans les racines. Parce que quand il y a une vague de chaleur, en général, ça s'évapore et il y a moins d'eau. Donc il faut aller la chercher plus en profondeur. Donc voilà pour le climat. Autre, par exemple, pareil, sorti cet été, pour la péninsule arabique et l'arc indo-pakistanais, avec le même scénario moyen de 3,7, eh bien en fait, dans cette région-là, vous avez une accumulation de chaleur et d'humidité qui est telle que les capacités de transpiration du corps humain sont saturées. En d'autres termes, il y a un défaut dans votre respiration, et même si vous êtes en parfaite santé, même si vous faites du fitness toute la semaine, avec ce type de climat, vous mourrez en une dizaine de minutes, faute de respiration. En d'autres termes, ça signifie que ces terres deviendraient inhabitables. Je vous rappelle que pour l'heure, vous avez 1,5 milliard d'habitants qui y séjournent. En termes de migration, c'est pas mal. Alors, on va s'arrêter là pour le climat, et on va s'arrêter là pour tous ces schémas. Donc, même si on est à 2 degrés, là c'est un très bon papier qui est sorti de James Hansen, mais on a co-signataire Valérie Masson-Delmotte, notre climatologue vedette en France. Eh bien, dans le passé de la Terre, lorsqu'on a connu une hausse dans la température qui avoisine les 2 degrés, c'est pas non plus une promenade climatique, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un phénomène dans l'Antarctique. Je vous rappelle, c'est là que vous avez la plus grande réserve de glace au monde. Dans l'Antarctique, vous avez un phénomène de fonte des glaces passives. Les glaces passives, c'est des glaçons qui sont dans le verre. Quand ça fond, le verre ne déborde pas. Mais une fois que les glaces passives, qui sont horizontales, ont disparu, eh bien les glaciers qui sont à l'aplomb de l'eau n'ont plus de soutien. Et dans ces cas-là, ils dégoulinent. Et là, vous avez effectivement, ça a été calculé, une élévation du niveau des mers qui, sur quelques décennies, peut être de plusieurs mètres, avec des phénomènes de vagues géantes dans le passé. Donc 2 degrés, c'est franchement pas simple, hein. C'est déjà extrêmement important. Et l'impact est déjà très lourd. Donc voilà pour ces limites planétaires. Alors, le fait est que, je vais continuer après sur la source, mais vous verrez qu'il faut joindre les deux, parce que là on est sur un temps très très long. Si je me donne comme objectif public de revenir à ma zone verte de tout à l'heure, attendez, dans certains cas c'est 100 000 ans, donc comme objectif de politique publique, je pense que Frédéric Collin va pas être d'accord, hein. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi l'empreinte écologique. Là je vais aller très très vite. En fait, vous avez bien compris que ces phénomènes climatiques, de biodiversité, etc., nous font toucher du doigt le temps long. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre nos décisions au temps court, par exemple électorales, mais nos consommations, à chacun de nous, et puis des paramètres biophysiques du système Terre. On est en train de bousculer les paramètres biophysiques du système Terre. Donc, en d'autres termes, on est en train de porter atteinte à l'habitabilité de la planète qui nous permet de vivre, et je vous ai rappelé qu'on n'en a pas d'autres. On est fous. Une espèce assez singulière. Mais en fait, on touche tout autant le temps long quand on considère les ressources. Alors, par exemple, dans 100 000 ans, par rapport à ce qu'on aura fini par accumuler, à un moment donné, on va arrêter de cumuler dans le siècle,
dans 100 000 ans, il vous restera encore 7% de ce qu'on aura accumulé. Et si, comme je vous disais tout à l'heure, on a 5 degrés au siècle prochain ou 4 degrés au siècle prochain, on les a pour plusieurs milliers d'années, avec ensuite un long décrescendo. Donc faites attention. J'agis au présent, mais j'interagis sur un futur extrêmement lointain. Eh bien, en termes de ressources, c'est à peu près pareil. Imaginez que les minéraux, enfin les minerais, plus exactement, mais même les minéraux aussi d'ailleurs, aient été, il y a 6000 ans, à l'aube de l'essor des grandes civilisations, Égypte, Chine, etc. Eh bien, imaginez que les métaux, ils sont même avant d'ailleurs, étaient dans l'état où nous laissons la Terre aujourd'hui, aucune civilisation n'aurait pu se développer. Pensez que les tout débuts de la métallurgie, c'est à partir de météorites. Parce que là, on avait une concentration énorme du métal. Il était possible de l'extraire. Souvenez-vous que Rome a pu construire sa puissance parce que notamment les Romains ont mis au point à la fois une manière de traiter le carbone pour avoir un acier très dur, plus dur que celui des Étrusques. Vous imaginez Étrusques sur le champ de bataille, ce qui vous arrive au bout d'un moment, il ne vous reste plus que le manche de votre glaive, pas facile de se battre. Et puis, les Romains ont mis au point des techniques minières, en creusant des trous, en y mettant du bois et en mettant de l'eau, évidemment en faisant sauter comme ça les veines, ils ont pu aller et exploiter beaucoup plus avant que les civilisations antérieures. Et donc, si la Terre avait été dans l'état où nous la laissons aujourd'hui, eh bien, l'essor des civilisations, des grandes civilisations, n'aurait pas pu avoir lieu. Et on va y revenir, nous, ça nous coûte très cher maintenant en énergie d'aller nous approvisionner. Là, vous avez un schéma des courbes de redescente des énergies fossiles. Je dirais qu'il vaudrait même mieux pas qu'on obéisse à ce schéma. Parce que si on obéit à ce schéma, ça veut dire qu'on continue à pomper un maximum. Là, au contraire, il faut dès maintenant réduire, et très sensiblement, nos consommations d'énergie fossile. On a beaucoup parlé de pic pétrolier, évidemment, il existe, il existera, mais il faut justement réduire de telle sorte que nous ne soyons pas impliqués par le pic, parce que si nous l'étions, ça veut dire qu'on a fait beaucoup trop de bêtises en termes climatiques. Donc je passe là-dessus, mais ce qui est important, c'est de regarder simplement le bas, c'est ce qu'on appelle le fameux ROI, Energy Return on Energy Investment. C'est le ratio entre l'énergie que j'utilise et celle finalement que je capte. Et bien sûr, celle qui est disponible, c'est l'une soustraite de l'autre. En fait, ça vaut pour toute ressource. Toute ressource que je vais chercher a un coût énergétique. Alors, quand on était au début de la saga du pétrole, il me suffisait d'investir un baril pour en retirer 100. Jackpot. Extraordinaire. Sans ça, on ne peut pas comprendre les taux de croissance qu'on a pu connaître à l'époque, justement. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour les conventionnels les plus difficiles, quand j'investis 1, je retire 11. Si je regarde du côté des agrocarburants classiques, tels qu'on les produit en Europe, c'est même complètement absurde. Parce que quand j'investis 1, je retire 3, mais si je prends tous les coûts annexes, en fait, c'est quasi nul. Ça serait intéressant pour alimenter les tracteurs sur place. Mais mettre ça dans l'essence des voitures européennes, je suis désolé, mais énergétiquement, c'est pas très malin. Alors, là, on vous montre justement la redescente en termes d'ROI de nos sources d'énergie. Alors attention, les panneaux solaires, pour le moment, on est à un ROI de 1 sur 8, c'est-à-dire en moyenne. Quand j'investis 1, je retire 8, on pense arriver à 15 dans une quinzaine d'années et à 30 dans une trentaine d'années. Peut-être ça sera plus rapide. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on peut arriver avec les renouvelables, attention, tant qu'on a les matériaux. De toute manière, ce n'est pas aussi simple. Mais tant qu'on les a, on a une marge de progression qui est intéressante. Alors, il n'y a pas que les métaux, on va le voir, il y a aussi déjà les minéraux. Si vous prenez le sable, moi, si on m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, j'aurais jamais pu croire ça. Que le sable deviendrait une denrée rare. Vous allez me dire, mais les cinglés, le sable du Sahara, du désert de Gobi, ah non.
l'érosion fait que précisément le côté abrasif a disparu et que l'usage industriel, comme je vous le montre ici, qu'on peut en faire, il y a 200 usages en gros, ben vous ne pouvez plus le faire. Donc on a ratiboisé, mais vraiment tout ce qu'on a pu. Là, c'est un schéma du Berger, mais peu importe. Vous voyez très bien, là c'est aussi pour vous sensibiliser. Souvent, quand on donne des réserves aux gens, on donne les réserves en prenant une année de référence. Quand on a un taux de croissance annuel de 3,8, c'est idiot. C'est complètement idiot. Si vous voulez mentir aux gens, vous ne faites pas mieux. Quand vous redressez, vous prenez comme là, cette fois-ci, un segment de 10 ans, bah évidemment, vos fameuses réserves, c'est-à-dire la partie des ressources normalement exploitables. Alors, les ressources peuvent être gigantesques, mais les réserves sont généralement beaucoup plus petites que les ressources. Et aujourd'hui, le coût énergétique pour aller chercher des métaux explose dans le monde entier. Là, regardez aussi, bonne raison de passer à l'économie circulaire, et là je pense que c'est pire encore, on était à 60-63, des éléments du tableau de Mendeleïev, on va être quasi à la totalité, c'est-à-dire on utilise tout, tellement nous sommes gourmands et insatiables. Simplement, une éolienne, ça ne va pas faire plaisir à Gérard, ben, ça mange, évidemment, ça mange des métaux, et dont certains de ces métaux sont des métaux rares, semi-rares ou rares, et parfois qu'on ne peut pas exploiter pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont que des sous-produits de l'extraction d'autres métaux. Là, je trouvais ce schéma intéressant. Il faudra peut-être nuancer parce qu'on sait faire de mieux en mieux, mais on ne fait pas de miracle. On a quand même besoin de métaux, mais on va utiliser de moins en moins de métaux pour les aimants, de même qu'on va en utiliser de moins en moins pour les panneaux. Mais si vous prenez les métaux, c'est évidemment pas le béton, parce que là, ça ne marcherait pas. Si vous prenez les métaux utilisés, vous voyez que là, vous en utilisez le moins, c'est avec les turbines d'un barrage par rapport à l'électricité produite. Et là, au prorata de l'électricité produite, où vous en utilisez le plus, c'est avec les réseaux renouvelables. Il faut se souvenir de ça. On est quand même un peu pris en tenaille, même de ce côté-là. Et puis là, c'est pour le fun, parce que ça résume tout. Là, c'était pour vous montrer, pour finir sur une image un peu la razzia qu'on a pratiquée. Là, vous avez la richesse des plateaux en termes de ressources halieutiques au début du XXe siècle, en 1900, et à peu près où nous en sommes aujourd'hui. En gros, ça vaut un peu pour tout. Et on a fait une razzia gigantesque. Maintenant, on a vraiment intérêt à aller voir les gisements dans nos villes, nos décharges, etc. Parce qu'ils sont riches, effectivement, de beaucoup de choses et on va devoir arrêter d'aller les chercher dans les sols ou dans les sous-sols. Ok, alors, pourquoi on a dépassé? Je vous l'ai déjà dit un petit peu. Bon, alors, je reviens quand même sur une idée, parce que souvent, les gens sont persuadés qu'on fait tout avec des techniques. Ils confondent technique et magie. C'est très fréquent comme confusion. Ben non, les techniques, ce sont des intermédiaires entre nous et la nature. Les techniques, elles nous permettent, en fait, d'augmenter les gains de productivité, c'est-à-dire de faire au moins aussi bien avec moins, en termes d'énergie, en termes de matériaux, mais pas avec rien. En général, elles permettent d'inventer des objets nouveaux qui vont susciter des occasions de consommation de ressources et d'énergie supplémentaires. Et puis, de temps en temps, on va le voir, si on change de braquet, elles peuvent avoir un effet plus intéressant, mais ça ne sera pas non plus un effet miraculeux. Évidemment, c'est un facteur. Si on veut savoir, c'est la fameuse équation d'Ehrlich, c'est-à-dire l'impact, c'est le produit entre la population, le niveau de richesse et les techniques. Alors effectivement, l'objectif d'une économie permacirculaire, c'est d'inverser les tendances qui nous font franchir allègrement les limites. Pour revenir, je vous l'ai dit, dans l'espace de sécurité, et ça c'est très très long, d'où le mix avec l'empreinte écologique. L'empreinte écologique doit être en quelque sorte notre premier indicateur, parce que celui-là, on peut le mesurer d'une année à l'autre et il peut donner des objectifs. Mais même sur les limites planétaires, l'Université de Genève a produit une brochure très intéressante où elle a traduit en objectifs de politique publique les limites planétaires. En tout cas, celle qui était chiffrable, je l'avais vue, c'était 6 sur 9. Donc, on n'a pas de choix, il faut effectivement baisser nos flux.
dans un premier temps, il faut faire décroître les flux de matière et les flux d'énergie. On n'a pas d'autre possibilité que celle-là, sauf à croire qu'on va aller vivre sur Mars. Mais si vous ne pensez pas qu'on va vivre sur Mars, alors faites attention, il faut vraiment qu'on fasse régresser nos flux. Ça, c'est l'objectif tout à fait fondamental. Je vous rappelle que, par exemple, en septembre dernier, les Verts suisses ont fait passer une votation intéressante. Ils ont proposé qu'on intègre, ça n'a évidemment pas marché, mais qu'on intègre dans la Constitution suisse le texte suivant, selon lequel la Suisse s'engageait à l'horizon 2050 à revenir au prorata de sa population, 8 millions de personnes, à une empreinte écologique d'une planète. Évidemment, 63% du corps électoral a refusé. Il faut dire que la Suisse est un pays assez singulier, il n'y a aucun contrôle public du financement de la vie politique. Vous avez le parti d'extrême droite, l'UDC, Union du Centre, qui dispose de milliards. Et chaque fois qu'il y a une votation, bien évidemment, il y a une asymétrie dans le type d'information qu'on donne aux citoyens. Mais cela dit, Zurich, Genève, Lausanne, ce ne sont pas tout à fait des villes sous-développées, je peux vous le dire, j'y suis, ont voté pour. Intéressant, sur le changement de la population. Et je pense qu'effectivement que les problèmes avec le climat qu'on commence vraiment à voir maintenant vont nous faire évoluer assez vite. Et si vous ajoutez à ça le fait que les sociologues nous montrent qu'aujourd'hui, il y a dans les populations européennes un mouvement de déconsommation. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on consomme moins. Ça veut dire qu'on n'attend plus de la consommation le nirvana. Si vous prenez, je ne sais pas moi, mes étudiants, il y a à peu près un tiers qui n'a pas le permis de conduire. Ils se foutent complètement des automobiles, ils ne savent même pas ce que c'est, à la limite. On voit qu'il y a des changements comme ça de mentalité qui ne sont pas négligeables. Alors, autre chose très importante pour bien comprendre ce qu'on doit faire, je vais le dire maintenant, même si je l'ai dans le transparent d'après, mais je pense que c'est important de vous le dire maintenant. Je vais y aller, puis je vais revenir à celui-là après. Je vais aller plus loin. Oui, alors, c'est ça. Il faut bien que vous sachiez que ce que nous racontait le développement durable, hein, à savoir qu'on pouvait voir le PIB continuer à croître, mais qu'en même temps, les flux de matière et les flux d'énergie, eux, allaient décroître. Ça paraissait fantastique. Maintenant, je ne sais pas comment on a fait pour croire ça. Je pense que chez certains économistes, un stage en pizzeria serait intéressant. Parce que ce qu'on proposait en parlant de découplage, c'est à peu près comme si on demandait à un pizzaiolo de cuisiner une pizza de plus en plus grande, avec de moins en moins de pâtes et de moins en moins de garnitures. Je pense qu'au bout d'un moment, la pizza se digérerait extrêmement facilement. Elle deviendrait une pizza virtuelle. Évidemment, ça n'existe pas. Et donc, du coup, vous avez ce rapport de l'ONU, sorti en juillet 2016. Depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis le moment où on a ces classes émergentes moyennes, dans les pays eux-mêmes dits émergents, eh bien, en fait, non seulement on n'a pas découplé, c'est une ânerie. Alors, on savait depuis déjà Gibbons au XIXe siècle, on sait que c'est une ânerie. C'est simple à comprendre. Si je découpe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je découpe, ce qu'on attendait des découplages, le progrès technique, si j'ai des gains de productivité, ça veut donc dire que j'arrive à faire des objets qui rendent les mêmes services en consommant dans la production et dans l'usage moins d'énergie et en consommant moins de matière. Si vous regardez le rapport poids-puissance d'une locomotive d'aujourd'hui et d'une locomotive de 1850 ou 1860, c'est QFD. Évidemment, plus vous avez des gains de productivité, et plus vous avez de consommateurs, puisque vous baissez le coût d'accès au marché. Plus vous avez de consommateurs, et plus, à l'échelle globale, vous faites exploser les flux. Donc, attendre des gains de productivité, on appelle ça l'économie verte, découplage, je pense que dans les siècles prochains, ils se souviendront de nous avec une émotion extrême. Nous prendrons vraiment pour des idiots. Comment ont-ils pu croire une ânerie pareille? On l'enseigne, ça je peux vous le dire. Mais bon, pas partout.
Alors, ça marche pas, évidemment. Au contraire, on assiste à un surcouplage. C'est-à-dire que les flux de matière, c'est-à-dire ce qu'on extrait des sols et des sous-sols, augmentent plus vite au monde que le PIB mondial. Rappelez-vous du mantra du développement durable, le découplage. Bah, évidemment, ça ne marche pas et c'est pas très étonnant. Autre erreur aussi, c'est de croire que plus vous allez augmenter votre taux de recyclage, et mieux ça sera. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous recyclez même à 80%, ce qui est déjà, franchement, beaucoup demandé. Mais si vous recyclez avec un taux de croissance, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des métaux, par exemple, de 3,8 par an, évidemment, il y a des temps de résidence dans l'économie qui sont variables, bien sûr. Mais en moyenne, vous allez être entre 10 et 20 ans. Quand vous revenez 20 ans derrière, avec un tel taux de croissance, la part que vous recyclez, quand vous la réintroduisez dans le circuit économique, là, ce n'est plus qu'une petite part par rapport à ce qu'on consomme 20 ans après. Et vous avez un Français qui n'est pas du tout un gauchiste, qui s'appelle François Gross, c'était un cadre dirigeant de Veolia, il a fait sa propre entreprise qui s'appelle Forcity, qui a fait tout ce calcul. Si vous avez un taux de croissance d'une matière donnée qui excède 1%, votre recyclage fut-il vertueux? Eh bien, au bout du compte, c'est peanuts. Imaginez par exemple que des premiers hommes jusqu'en 1900, on ait beaucoup recyclé. Sympathique. Mais en 2011, on a consommé plus de métaux que tout ce que l'humanité a produit, des débuts de la métallurgie jusqu'à 1900. Par exemple, si vous prenez tout ce qu'on a recyclé en termes de fer et d'acier au XXe siècle, tout ce qui était recyclé en termes de fer et d'acier au XXe siècle, ça n'a fait qu'épargner que 5%, compte tenu de ce taux de croissance, que 5% de la ressource. 5%. Un siècle d'activité de recyclage. Donc pour que le recyclage devienne efficace, et on va y revenir, il faut réduire. Et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas du tout. Alors, je reviens là. Du coup, nous, on distingue 3 niveaux dans l'économie permacirculaire. Le premier niveau, on se met à l'échelle des entreprises ou à l'unité produite. Et on dit, ouais, c'est génial, je fais l'éco-conception, je recycle, etc. Ouais, d'accord, mais pilote. En revanche, si je ferme le robinet, entrant, ah oui, là, ça va devenir intéressant. Deuxième niveau, c'est justement celui de l'économie authentiquement circulaire au sens de François Gross. On est toujours dans le réduire, puisqu'on doit descendre en dessous des 1%, on est dans le réemployer, le réutiliser, le refabriquer, le recycler. OK ? Mais on est avant tout dans le réduire, ce qui conditionne l'efficacité finale de la dernière opération, le recyclage. Nous, on intègre évidemment chacune de ces étapes, et je vais revenir après sur un certain aspect, mais effectivement, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de revenir à une empreinte écologique d'une planète. Donc en termes de réduction, c'est quand même un peu sévère. On revient à ça, et effectivement, du coup, bien, on va inverser la tendance par rapport à l'avancée vers les zones jaunes et les zones rouges dont je parlais tout à l'heure. Mais on n'est pas sur le même timing. Donc c'est ça qu'on appelle une économie permacirculaire. Ce qui est très important, et là j'ai pas trop le temps de développer, mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement l'objectif est dur. Mais écoutez, si vous allez voir votre banquier, vous lui dites, moi il n'y a pas de problème, je suis désolé, je suis pas comme les autres. Chez moi, il y a un découvert infini. C'est comme ça qu'on se conduit. Maintenant, le banquier terre est en train de nous faire passer à la caisse. Mais le banquier terre, il rigole pas. Il nous demande de cesser notre découvert, d'arrêter de vivre à crédit. C'est un bon banquier. Il fait bien son boulot. Il serait difficile de le reprocher. En revanche, les trajectoires que l'on peut emprunter pour arriver à ce résultat, elles sont effectivement très variables. On garde une société pluraliste, avec une exigence finale,
deux ne sont pas exclusifs. Et ça s'appelle pas du tout et surtout pas la planification écologique. Certainement pas. Ce qui doit être planifié, c'est l'objectif. Mais en aucun cas, le moyen de l'atteindre. C'est si difficile qu'il faut laisser la société inventer. En revanche, on vérifie, d'où les 3 niveaux d'indicateurs, ou 4, on vérifie. Pas simple d'ailleurs, dans certains cas, c'est assez compliqué. On vérifie. Et quand on a vérifié, on frappe. Liberté, responsabilité, pluralisme démocratique. Alors, là c'est un extrait d'un papier qui est paru dans Le Monde, qui avait été co-signé par François Gross, Romain Ferrari, dont je parlais tout à l'heure, et moi-même, où on proposait au pouvoir public, dont l'oreille est parfois large, eh bien, d'initier une directive nouvelle. Cette directive nouvelle consisterait à imposer, mais évidemment avec un seuil ascendant et progressif, un taux minimal, dans un premier temps, soit de matières secondaires, c'est-à-dire de matières premières recyclées, parce que tant qu'on ne le fera pas, il n'y aura pas de marché de recyclage, et ça ne marchera pas. Il faut créer le marché. Et avec là, vous créez le marché. Soit ça, soit des matériaux biosourcés. L'idéal étant d'arriver à un moment donné où on a pratiquement éteint les activités extractives, et là, on est dans une économie circulaire. Effectivement, on joue sur ces ressources. Alors, ça serait très créateur d'emplois, parce qu'effectivement, souvent, ce type d'opération est plus gourmand en main-d'œuvre, c'est très innovant, ça nous force à développer nos capacités, et en termes de recyclage, de retraitement, etc., et en termes de biosourcement, ça redonne un élan à la société, mais tant qu'il n'y a pas un arbitre qui a signé la fin de la récréation extractiviste, on ne va pas s'en sortir. Ce qu'on fera, ça sera toujours un peu peanuts, d'où, à nos yeux, l'importance de cette chose. Alors ça, on l'a déjà vu. Là, c'est pour vous inviter à lire ce livre. Je trouve vraiment tout à fait génial d'Isabelle Delannoy. C'est une agronome. Et le livre a 2 intérêts. Déjà, elle a vraiment fait un recensement de possibilités et d'expériences qui est très très intéressant. Par exemple, alors, vous savez, Paris va le faire maintenant, mais Lyon l'a fait, avoir des trottoirs ou voir des chaussées ajourées. De telle sorte que, et alors franchement avec le changement climatique c'est vraiment nécessaire de le faire, de telle sorte que l'eau puisse à nouveau pénétrer dans les sols et ne sature pas les réseaux d'égouts en cas de pluie massive. Et en plus, ces treillis, en quelque sorte ajourés, peuvent donner lieu à des écosystèmes qui peuvent être productifs. Fait à nouveau respirer les villes. Si en même temps vous végétalisez les toits, etc., vous vous préparez à des saisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont devenir vraiment plus chaudes. Petite blague en passant, j'étais encore à l'université de Troyes, je reçois un chercheur de Bangalore, et on était en mai 2003. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. 2003, ça doit vous rappeler quelque chose, mais il y a eu une première canicule en mai, avant celle du mois d'août. Il avait passé 3 jours à Paris sous 40 degrés. Il m'a dit, vraiment, je ne reviendrai plus jamais, cette ville est insupportable. Lui habitait Bangalore. Évidemment, une ville en béton, à 40 degrés, c'est une fournaise. C'est insupportable. Et Paris va devoir vivre à l'avenir de plus en plus. Et ça, je peux vous dire que la maire de Paris et son adjointe sur l'économie circulaire, Antoinette Null, sont très au courant des choses et viennent de lancer un plan assez intéressant, justement, d'adaptation au changement climatique. Effectivement, il y a vraiment un boulevard en termes de biosourcement devant nous. Évidemment, à condition que la matière première soit produite en agroécologie. Sinon, on va perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Ça n'a absolument aucun intérêt. Mais elle montre, et je trouve ça très intéressant, que si vous ajoutez ça à la fabrication modulaire, à la mise en réseau, etc., si vous ajoutez ça à des formes de synergie, etc., elle prétend que ça fait un modèle économique nouveau. Alors, moi je dirais, non, ça fait une trajectoire économique nouvelle, pas un modèle. Il faut garder le pluralisme de nos sociétés. Mais en tout cas, je trouve ce livre très très intéressant et je vous invite à le lire. Je me dépêche pour finir. Alors, ça, vous savez tout ça, on a reparlé des 7 piliers, etc. Bon, pour moi, c'est vieux.
rappelle mon enfance, presque. Mais enfin bon, voilà. On peut intégrer tout ça. C'est l'intérêt de l'économie permacirculaire, c'est qu'elle n'exclut rien, elle redonne sa place et l'efficacité à des instruments plus classiques. Ok, je passe très vite. Et maintenant, oh, je suis allé trop vite. Non, non. Là, c'est simplement pour vous donner une série d'exemples possibles. Alors, par exemple, la ville de Genève, depuis maintenant une dizaine d'années, je crois, a fait passer une loi qui s'appelle la loi Ecocide, qui impose pour les bâtiments publics, la région Bourgogne pourrait faire la même chose, une certaine quantité de béton recyclé. Alors évidemment, Genève, c'est tout petit, la ville, c'est pas gros, l'État, le canton, c'est à peine plus gros, il n'y a plus de gravats. Donc ce n'est pas complètement idiot de faire ça, les gravats, ils vont les chercher en France. Alors, évidemment, diminuer, ça c'est une des propositions de la Fondation 2019, mais diminuer la TVA sur des produits qui sont plus vertueux environnementalement, mais ça semble une évidence. Vous avez là une distorsion de concurrence. Plus vous produisez sale, moins vous produisez cher. Pourquoi? Parce que c'est la collectivité publique qui paie. Et en plus, la TVA est la même. Attendez. Qu'est-ce qui se passe à Bercy? Allez les voir, de ma part, mais là, il y a un problème. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, sachez que ça, c'est déjà le cas en Chine. Mais bien entendu, en Chine. On n'est pas capable de faire ce que la Chine sait faire sans ONG environnementale. Il y a un petit problème. Alors, je vous ai donné d'autres choses, mais je ne vais pas vite. Alors, par exemple, là justement, c'était Gérard Felzer qui a mis un brevet pour électrifier les vieilles voitures. Enfin, je dis vieilles voitures, c'est pas obligé qu'elle ait 20 ans, hein, elle peut avoir un an. Mais électrifier le parc. Ça irait beaucoup plus vite et ça ferait moins de Tesla vendus, ce qui pour moi est très important. Enfin bon, ça c'est en passant. Alors, la ville de Rungis, par exemple, a instauré des petites structures destinées à des fermes permacoles, en permaculture, et on loue aux gens très peu pour qu'ils arrivent quand même à vivre avec ces petites surfaces, et en tâtonnant au début avant d'arriver à la ferme du Bec et Loin. Et de manière générale, on en parlait avec Dominique Marie dans la voiture, quand on voit comment certains grands groupes rachètent des terres et vont les exploiter de la façon la plus crasseuse possible et la plus destructrice possible et sans aucun emploi. Je ne vois pas pourquoi on continue à les leur céder. J'ai du mal à comprendre, vous m'expliquerez peut-être. Etc., etc. Je vais très vite. Bon. Et je passe, au final, là c'est un autre livre que j'aime beaucoup. Et, vous allez me dire, oui, mais votre truc, c'est de la décroissance. Oui, alors? Ça vous gêne? Je vais vous montrer que vous avez tort. Si je regarde ce qu'a donné la croissance, je vous rappelle que de 1870 à 1920, la croissance plafonnait dans les pays occidentaux à 2%. Aux États-Unis, à partir de 1920, on ouvre une période avec des taux de croissance plus forts. Pour l'Europe, comme vous le savez, c'est après-guerre. Et durant cette période des deux côtés, effectivement, et jusqu'aux années 70, la croissance a donné 3 fruits. Donc il suffisait de regarder le PIB, on savait que ça augmentait le bien-être des individus, que ça créait de l'emploi et que ça réduisait les inégalités. Ok, c'est vrai, ça a marché comme ça. Et on n'a pas à le regretter, même si on en paye un peu les coups, mais d'une certaine manière, on n'a pas à le regretter. Mais ça ne marche plus. Et ça ne marche plus. Le premier domaine dans lequel ça a cessé de marcher le plus rapidement, c'est en ce qui concerne le bien-être. Facile de comprendre l'amélioration du bien-être des 30 Glorieuses. Des appartements plus grands, oui j'ai vu, des appartements plus grands, mieux chauffés, etc. Des infrastructures qui s'améliorent sans arrêt, des services publics qui fonctionnent. On rajoute à ça, c'est l'électroménager, c'était pas rien. Mais ensuite, à partir des années 70, on a tendance à ne plus s'occuper des infrastructures, à les négliger, à les entretenir beaucoup moins. Et l'industrie passe plutôt à la production de petits objets, ceux que vous avez dans votre poche et qui n'ont pas sonné jusqu'à maintenant. Et là, je suis désolé, mais franchement, si vous pensez que vous êtes devenu plus heureux quand vous êtes passé de l'iPhone 7 à l'iPhone 8, là, je vous conseille d'aller voir un psychiatre.
quelque chose qui ne marche pas bien. Et effectivement, si vous rajoutez ça, ce que nous prédisent les transhumanistes, on va vivre 10 000 ans. Oui, bien sûr, à 7 milliards sur la planète, c'est sûr, on va vivre 10 000 ans. Il y en a quelques-uns qui vont pouvoir vivre longtemps, et j'ai pas envie d'être à leur place. Parce que moi, à votre place, je voudrais pas écouter pendant 10 000 ans la même conférence. Hein, on aurait vraiment envie de faire reset assez rapidement, et donc mourrez, et puis renaissez, après vous aurez fait reset aussi. Non, c'est pas franchement génial. Et quand on vous parle, si vous voulez, de l'intelligence artificielle qui va vous bouffer tous vos emplois, etc., c'est anxiogène. Si vous aimez ce progrès, si vous êtes des fanatiques des GAFA, Google, Apple, Amazon, j'ai oublié Facebook, allez-y. Mais franchement, c'est pas là que vous trouverez le bonheur. En termes d'emploi, ça fait 20 ans que augmentation du PIB et progrès technique ne débouchent plus sur une création évidente d'emplois. Et la vague qui arrive pourrait être très destructrice. Je vais très vite. Troisième, la réduction des inégalités. Vous prenez les États-Unis. En 2009, écoutez-moi bien, les États-Unis sont revenus au niveau d'inégalité qui était le leur en 2000. En quelques années, ils ont détruit tous les acquis accumulés depuis 1920. Vous pouvez remercier Trump, lui, il accélère encore. Bon. Donc, soyons clairs. Pourquoi vous voulez absolument encore que le PIB augmente? Je peux vous l'assurer, il ne dépassera plus, sauf occasionnellement, la barre des 2%. Et vu ce qu'on nous annonce là, il risque d'être en dessous. Donc c'est plus le problème. Il faut changer d'indicateur. Si en développant les activités que j'ai indiquées tout à l'heure, il y a un moment donné de croissance, tout à fait, c'est pas du tout un problème. Aucun. Il y en aura plus de train, d'ailleurs. Mais c'est pas ce qu'on doit chercher pour soi. Ce qu'on doit rechercher, c'est le bien-être, l'emploi et la réduction des inégalités. Recherchons-les directement, transformons-les en indicateurs et ne poursuivons plus une chimère. Merci de votre attention. Hervé Bellimaz, membre de Jura Nature Environnement. J'admire tout ce que vous avez dit, c'est des choses qui ne sont pas contestables, je dirais elles sont connues par tout le monde et comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour autant que beaucoup de choses bougent. Je poserai qu'une question parmi les 50 que j'aimerais poser. Je vous dirais que vous avez parlé à un moment donné de peu près toutes les conditions qui expliquent l'état dans lequel on est, mais il y en a une qui n'est pas évoquée à mon avis, c'est les mentalités. Alors peut-être que vous dites que grâce à la crise, en se cassant la gueule, on sera obligé de changer nos mentalités, mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul facteur. Je pense qu'il y a un travail important en termes de politique pour que quelque chose arrive peut-être à changer et à prendre une bonne direction. C'est tout ce que je veux dire. Et quand vous avez dit au début, pour expliquer grosso modo le développement de l'espèce humaine à partir de la fin des glaciations, je reste interrogatif parce que vous avez donné comme explication uniquement les aspects climatiques. Alors ce que je vais dire là n'est pas à contrario de l'importance climatique, mais je ne suis pas du tout sûr, je dirais même je suis certain que ce n'est pas le facteur important du développement des sociétés qui se sont faites, que ce soit en Chine, etc. Parce qu'on peut regarder qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres peuples qui n'ont pas pris ces parties-là et qui existaient peut-être déjà à cette époque. Et donc, mettre sur le climat l'évolution des sociétés, je pense que c'est oublier un facteur d'anthropologique fondamental. Je vous donne raison là-dessus, je vous donne totalement raison. Ce que j'ai voulu dire, et je me suis exprimé trop rapidement, c'est que le changement climatique à l'époque a été une condition nécessaire, mais en aucun cas suffisante pour expliquer le développement, si vous voulez, des civilisations. Et je vous rejoins même au-delà, c'est-à-dire que pour moi, ce développement n'est pas forcément et en tout point quelque chose que je dirais positif.
Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, la tension qu'on a aux peuples dits premiers. Et les peuples dits premiers sont aujourd'hui en train d'infléchir le système juridique mondial. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez partout au monde le fait qu'on commence à octroyer un statut juridique à des éléments de la nature. Les Maoris l'ont obtenu avec le fleuve Wangoni. Bon, pour pouvoir saisir la justice, il faut qu'il y ait l'accord entre eux et le Premier ministre néo-zélandais. Bon, enfin, c'est déjà un premier pas. En Inde, c'était le cas pour le Gange, pour des glaciers, etc. C'est le cas dans un différent nombre de comtés nord-américains. Vous avez la fameuse Pachamama en Amérique du Sud et la France. Vous avez eu la loi biodiversité de 2016 qui reprend la jurisprudence de l'ERICA et qui reconnaît la notion de préjudice écologique. Un préjudice écologique, c'est un préjudice qu'on peut reconnaître quand bien même il n'y a pas d'atteinte directe ni à des personnes, ni à des biens appropriés par définition par les personnes. Et, en fait, ceux qui nous font le plus évoluer en matière de droit de l'environnement, c'est les Kanaks de l'île Loyauté. Ils ont réussi à faire intégrer dans le code de l'environnement ce qu'ils appellent le principe intégral, je crois, je vais peut-être me tromper dans l'expression, mais vous allez comprendre, intégral d'humanité, un truc comme ça. En fait, c'est très simple leur idée, et vous avez ça chez tous les peuples, culture orale. En fait, l'identité d'un individu et d'un groupe, parce qu'on ne peut pas les distinguer, est toujours liée à des lieux. Et donc, je ne peux pas séparer ce que je suis en tant que peuple kanak de mes forêts, de mes collines, de mes rivages, de la mer, c'est moi. Et quand je vous ai tout à l'heure opposé terrien et martien, c'est évidemment ça que j'ai en tête. Donc là, je vous suis totalement. Donc c'était une condition nécessaire et nullement suffisante. Maintenant, sur la première partie de votre question, sur l'évolution des mentalités. Alors, écoutez, après tout ce que je vous ai dit, laissez-moi une petite partie d'horizon non bouché. Sinon, je sens que je vais mal me sentir. Et donc, j'ai besoin d'y croire. Alors, peut-être, je visionne. Mais non, je pense qu'il y a différentes raisons qui me font dire ça. Je vous ai parlé aussi de déconsommation. C'est ce qu'effectivement les sociologues observent. Mais là, je sais qu'en France, on n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais moi, je dirais qu'il y a aussi aujourd'hui une forme de spiritualisation qui est en train de revenir. Et la spiritualité n'est pas forcément religieuse, hein, elle peut être totalement laïque. De quête de sens, de quête d'enracinement dans le vivant, de relations. Regardez tout le savoir qui évolue sur la foresterie en ce moment, c'est assez fantastique. J'y reviendrai. Donc non, et je crois que les mentalités, si vous voulez, c'est souvent des événements très importants. Par exemple, la modernité, vous ne pouvez pas la comprendre sans les guerres de religion. C'est les guerres de religion qui ont fini par nous convaincre qu'effectivement, on n'était pas capable de s'entendre sur des finalités communes. Et que la seule finalité qui nous restait, c'était l'accumulation de biens matériels, ce que la philosophie du contrat a très bien compris. Il n'y a plus de finalité. La seule finalité, c'est l'accumulation de moyens. C'était totalement absurde pour les hommes d'avant les guerres de religion. Et donc, non, je pense que ce qui est en train de nous arriver va finir par nous bousculer et va finir par bousculer nos mentalités. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça se passe. Là, vous avez 1000 fois raison. On aimerait des politiques, disons, plus en avant sur cette scène, montrant l'exemple. On aimerait une université qui bouge. Vous voyez le mal qu'on a à mettre sur pied un master un peu spécialisé sur ces enjeux. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait en France, je l'ai fait en Suisse. Il faut être patient. Donc effectivement, on a une inertie des appareils qui est extraordinaire. Ça n'empêche pas qu'on a aussi des acteurs vigoureux. Et on peut espérer qu'avec les conditions qui changent, ils seront de mieux en mieux entendus. Alors, le temps nous départagera. D'autres questions ? Oui, bonjour, Denise Yoder, chambre d'agriculture, Bourgogne-Franche-Comté. Un constat, et je voudrais savoir si vous avez des données. En moyenne, on remarque peut-être une consommation du médicament, la volonté quand même de soigner tout le monde,
D'ailleurs, un chiffre, hein, en moyenne, moi j'étais effarée quand on voit à peu près une personne âgée 10 médicaments par jour. Donc malheureusement, on sait qu'avec le réchauffement climatique, vous avez peut-être des données pour étayer ou nous élargir nos visions. Quelles seront les conséquences sur le bien-être, sur la plante, sur l'animal, sur la vie et sur l'ensemble. Et ça, quelque part, en économie circulaire, on a quand même un besoin de molécules ou une volonté, parce que quand on est tous confrontés à la mort, on n'accepte pas de souffrir ou d'être malade. Enfin, en tout cas, on l'accepte de moins en moins dans nos cultures. Alors, cela dit, souffrir pour rien, c'est pas forcément génial non plus. Hein. Mais bon, pour revenir, si vous voulez, au fond de la question, déjà, je suis pas sûr du tout qu'aujourd'hui, maintenant les États ont l'air de réagir, mais je suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait vraiment l'intention de soigner tout le monde. Je vous donne un exemple très précis, et vous pourrez le trouver dans le papier qu'on a publié au Monde avec différents scientifiques, notamment des chercheurs en médecine, sur l'attitude des grands groupes pharmaceutiques, notamment par rapport aux vaccins. Et là, le vaccin, si je me trompe pas, c'était celui sur la tuberculose, où on avait jusque dans les années 70 un vaccin peu cher et efficace, et les grands groupes ont imposé le changement pour un vaccin extrêmement cher, j'en sais rien, mais en tout cas extrêmement cher, et du coup les autorités publiques françaises ne couvrent plus partout la maladie et la vaccination. Et il y a un rapport de force aujourd'hui entre ces groupes qui sont devenus internationaux, et puis les États qui jusqu'alors ont tout fait pour faciliter leur pouvoir. Je vous rappelle que dans des traités comme le CETA, qui va probablement entrer en action, ou feu le TAFTA, mais même Trump veut le remettre, eh bien, vous avez le principe de tribunaux arbitraux. Dans ces tribunaux arbitraux qui sont là pour protéger les investissements des grands groupes, lorsqu'il y a un conflit entre un grand groupe et une législation, donc le groupe porte l'État devant les tribunaux spéciaux, juste établis dans le cadre de l'accord, et ces tribunaux sont composés pour 2/3 de représentants des grands groupes et pour 1/3 de représentants des États. Donc je ne suis pas du tout sûr que ce que vous dites soit vrai. Et je serais même très suspicieux sur le sujet. Et regardez le papier qu'on a publié, c'était au mois de mars. On a donné cet exemple-là, alors avec beaucoup d'autres détails, j'ai pas tout en tête, je suis désolé. Mais ça vaut le coup de regarder comment on peut aujourd'hui exercer la médecine. Alors maintenant, sur les déstabilisations diverses du changement climatique, elles sont vraiment énormes. C'est-à-dire quand vous avez une perturbation des écosystèmes, en général, ceux qui sont à la fête, ce sont les pathogènes. Et donc effectivement, sur un plan sanitaire, en plus, avec les pratiques qu'on a eues, on a une érosion de l'efficacité des antibiotiques, on invente très très peu de molécules nouvelles, on a certaines maladies qui résistent à un traitement antibiotique croisé, et on a créé de véritables réacteurs biologiques avec des élevages animaux, vous avez des milliers d'animaux, et carrément en Asie dans des villes. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a des menaces qui existent de ce côté-là et qu'il faudrait vraiment que l'on redonne tout son sens, toute sa portée aux institutions et aux autorités publiques et qu'elles rejouent à nouveau le rôle de protecteur des citoyens qui est normalement leur rôle premier. Et je suis pas sûr qu'on l'a toujours fait tellement on est resté dans un jeu, si vous voulez, qui date du 19e siècle. Hein. Vous avez un très bon livre, celui-là, je ne vous ai pas mis là, mais d'un historien français qui s'appelle Jean-Baptiste Fresso, ça s'appelle L'Apocalypse joyeuse. Bon, le titre est assez intéressant. Bon, c'est pas sans évoquer le début de votre intervention, mais il nous montre à quel point, au début de l'industrialisation, on s'est désinhibé par rapport au risque. Et on s'est dit que l'enrichissement général allait compenser tous les dégâts du progrès. Et en fait, non, et on en a le boomerang aujourd'hui. Donc, en fait, il faut que les États changent par rapport à cette question, que l'industrie apparaisse comme un moyen, mais non plus comme une fin. Or, elle est apparue comme une fin, et parce qu'on faisait cette équation, enrichissement matériel égale enrichissement tout court. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Une dernière question.
Oui, je suis désolé. Ouais, vas-y. Bonjour. Absolument. Oui, c'est une excellente suggestion parce qu'en général, on est très sensible à cet aspect-là des choses. Et effectivement, et les impacts commencent seulement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, il y a une forme d'inertie dans les réactions. On le voit avec le développement de toutes sortes de maladies. Parfois, on a du mal à les identifier. On va mettre des années à identifier le lien de cause à effet entre un symptôme et puis sa cause. Mais vous avez raison, c'est un aspect extrêmement important. C'est la question de la santé environnementale. Et il faut vraiment mettre le lien entre l'allongement de la durée de vie et la santé environnementale. L'allongement de la durée de vie, alors vous savez, ça y est, ça redescend un petit peu. C'est-à-dire que la croissance d'une année à l'autre, ce qu'on gagne en termes de temps, diminue. Et il est fort probable qu'à un moment donné, la courbe aussi redescende. Mais en tout cas, ça n'est intéressant de vivre longtemps que si on vit en bonne santé et à un coût acceptable pour le reste de la collectivité. Et c'est vrai, ça je l'ai pas dit, mais je devrais le dire, vous avez raison. Ah bah je vous ai donné des éléments importants. Pour moi, si vous voulez, la première chose à faire évoluer, c'est les règles du jeu. D'une part, c'est les règles du jeu. Deuxièmement, c'est de donner beaucoup plus de latitude à la partie de la société qui expérimente. Et ça commence, j'en parlais en voiture ce matin, mais là, j'ai eu l'accord du ministère de l'écologie avec un labo privé Athémis et l'Université de Lausanne. On va créer un observatoire des expériences atypiques en France en écologie. Là où les gens, à la fois, cherchent à produire autrement, mais en changeant eux-mêmes leur mode de vie et en programmant. Alors notamment dans les éco-villages. Donc ça, et dans le livre avec Asperger, c'est très clair. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on doit booster. Donc changer un certain nombre de grandes règles, et puis booster tout ce qui va vers une expérimentation aujourd'hui. Et libérer l'imagination, libérer les énergies en termes d'expérimentation. Ça nous paraît fondamental, mais là où on se trompe, c'est souvent on dit, ben non, ça doit être que par le bas ou ça doit être que par le haut. Non, ça marche quand il y a synergie entre les deux. Quand les règles changent, de telle sorte que les initiatives puissent éclore et comment dire, aussi se diffuser. Un des buts de cet observatoire, c'est de mettre en lien les différentes expériences, d'organiser des retours d'expérience entre les différents expérimentateurs. Enfin voilà, je ne sais pas si ça répond à ce que vous dites, mais moi ça me semble devoir aller dans ce sens-là.